Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on va parler de Transformers le commencement, en toute impartialité bien sûr. Le moment est venu de nous dresser, ensemble, tous unis. Alors je sais, et si vous commencez à me connaître, vous êtes sans doute au courant, Transformers c'est ma came, en particulier grâce au film de ce grand malade de Michael Bay, réalisateur que je défendrai corps et âme. Ça m'a fait apprécier la franchise dans son ensemble et ça a aussi délesté mon portefeuille plus d'une fois. Donc là je vous vois déjà me dire, oui bon d'accord, mais les films Transformers ça a toujours été nul et en soi, j'ai bien conscience d'être un peu seul au monde à les défendre, y compris ce grand foutoir qu'est The Last Knight. Aïe. Transformers le commencement, alors que je vais appeler pour le reste de cette vidéo par son titre original Transformers One, parce que le titre français me casse les couilles, c'est non seulement le meilleur film Transformers, et de loin, mais c'est juste un excellent film tout court. Et pour aller plus loin, je dirais même que c'est l'un des meilleurs blockbusters tout public de cette année, et je vais expliquer pourquoi. Mais pour ça, faut revenir un peu en arrière. Puisqu'on parle de cinéma et d'électronique fantasmée, j'en profite pour parler de notre partenaire, sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité, c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France ou sur leur site internet. Et aujourd'hui, sonvideo.com a une sacrée promotion à vous proposer sur une barre de son, la Sony Bravia Theater Bar 9. À la base, elle vaut 1390 €, mais avec le code promo écran large 400, vous pouvez obtenir ce beau bébé pour 990 €, soit une économie de 400 €, c'est bien, vous suivez. Alors là, on parle de haut de gamme pour du bon son à la maison. Il y a 13 haut-parleurs pour reproduire un champ sonore sur 7 canaux, ce qui est idéal pour spatialiser au mieux les sons de vos films, séries, jeux vidéo et musique. Sony a implémenté dans sa barre de son une technologie de mapping pour optimiser la diffusion des effets surround et bien sûr tout ça est compatible avec Dolby Atmos et DTS-X. Mais pour aller encore plus loin, l'application mobile de Sony vous permet d'effectuer des mesures très précises de votre pièce et de votre position par rapport à votre télé pour profiter au maximum des effets de la barre de son. Et bien sûr, vous pouvez connecter à peu près tout ce que vous voulez à la Sony Bravia Theater Bar 9. Bluetooth, AirPlay, Spotify, Chromecast, il y en a pour tous les goûts côté musique. Donc si ça vous intéresse, pensez à utiliser le code promo écran large 400 sur le lien dans la description et à visiter le reste du catalogue de sonvideo.com. Le problème qu'a toujours eu Transformers au cinéma, c'est que la franchise s'est redéfinie par Michael Bay. Il a vraiment apporté quelque chose à Transformers, même si ce quelque chose a déplu aux fans hardcore du premier dessin animé des années 80. Le lore de Transformers, Michael Bay n'en a jamais eu rien à foutre, et pour beaucoup de gens, ces films se résument à du boom boom très bruyant. Mais pour moi, le concept de Transformers a vraiment permis à Bay d'expérimenter sur le plan technique, de repousser pas mal de limites technologiques et de sublimer les robots d'Hasbro dans des plans absolument inédits. Et ça résume un truc important. Dans la tête de beaucoup de spectateurs, Transformers, ça a toujours été un prétexte pour du spectaculaire empoulé par un mec doué en la matière. Et jusqu'à Transformers 4 et son milliard de dollars de recettes, ça faisait le job. Ce que Paramount a réalisé bien trop tard, c'est que la franchise en elle-même n'est peut-être pas aussi porteuse. Transformers 5 a lassé, Bumblebee a fait un score très moyen pour un spin-off, et Rise of the Beast a été une déception au box-office. Pour rappel, au moment de Transformers 5, Paramount avait carrément lancé une writer's room avec une quinzaine de scénaristes pour créer des spin-offs en pagaille. Autant vous dire que ça a vite été enterré, et le seul film vraiment ressorti de cette marmite, c'était Bumblebee. Mais c'est aussi là qu'il y a eu les germes de Transformers One, avec cette envie de revenir aux origines du conflit entre Autobots et Decepticons sur leur planète natale Cybertron, et par extension sur la rivalité entre Optimus Prime et Megatron. Et la première bonne idée, c'est d'en avoir fait un film d'animation, ce qui d'une part n'oblige pas le film à se dérouler sur Terre, et d'autre part permet de se priver totalement de personnages humains pour vraiment se concentrer sur les Transformers. Donc déjà c'était excitant sur le papier, parce que l'origine des Transformers, ça déconne pas. Cybertron est tellement ravagé par la guerre que ça oblige ses habitants à immigrer, ce qu'on voit d'ailleurs en soi dans les films de Michael Bay, et si cette guerre a éclaté de base, c'est à cause de l'inégalité profonde qui y régnait. Dans l'une des origin stories les plus appréciées de Transformers, il y a des systèmes de caste, et Megatron est tout en bas de l'échelle sociale. C'est même un gladiateur qui divertit le peuple et les puissants avant qu'ils ne deviennent le Spartacus de son monde et ne créent les Decepticons pour reprendre le pouvoir. Ce qui le rend d'ailleurs un peu légitime dans sa violence, et a permis à la franchise de complexifier des camps
un peu trop manichéen. Alors pour le coup, Transformers One a opté pour un truc un peu plus simple, mais que je trouve tout aussi génial. Optimus Prime et Megatron sont des amis depuis toujours, et d'ailleurs ils s'appellent en réalité Orion Pax et D16. Ce sont des ouvriers, des mineurs même, comme la plupart des Autobots qui n'ont pas le pouvoir de se transformer, pouvoir qui n'appartient qu'à une poignée de privilégiés qui ne sont pas du tout les méchants de l'histoire. Parce que c'est bien connu, le pouvoir ne corrompt pas les gens. Bref, tout ce beau monde travaille dans la capitale souterraine de la planète, Ayakon, en acceptant l'idée que la surface de Cybertron serait dangereuse. Évidemment, il y a Anguille sous roche, et Orion Pax et D16, accompagnés d'Elita 1 et de Bumblebee, découvrent les sombres secrets de leur société. Ils obtiennent au passage la capacité de se transformer et vont essayer de changer les choses. Mais il est possible que des différences de méthode et d'idéologie transforment les meilleurs amis en pires ennemis. Un peu à la manière de la prélogie Star Wars, c'est cool d'aborder une histoire dont on connaît fatalement l'issue tragique. Mais pour aller un peu dans le détail, il y a pour moi deux qualités majeures dans Transformers One. La première, et la plus évidente, c'est la qualité de l'animation. Quand vous regardez des films Disney, DreamWorks ou même du côté de Sony, c'est les studios d'animation en interne qui s'occupent de fabriquer le film. Mais du côté de Paramount, ils n'ont pas vraiment de studio maison et doivent faire appel à des structures extérieures. Alors déjà, Transformers One a la chance d'avoir pour réalisateur Josh Cooley, un grand nom de Pixar, qui a débuté comme storyboarder des Indestructibles, Cars et Ratatouille, avant de co-scénariser Vice Versa, de réaliser plusieurs courts-métrages pour le studio, et au final de se voir confier Toy Story 4. Et même si j'ai des problèmes avec Toy Story 4 sur le plan narratif, d'un point de vue technique, le film est une merveille technologique et ça se traduit dans Transformers One. Mais l'idée vraiment géniale du film, c'est de ne pas avoir confié son animation à un studio traditionnel, mais directement à la légendaire société d'effets visuels ILM. Bon, déjà on peut débattre du fait que la plupart des blockbusters qu'on regarde maintenant sont à 50% de l'animation photoréaliste au vu de la quantité hallucinante de CGI dans tous les sens, mais Transformers One est le troisième film d'animation géré par ILM, après le génial Rango et Ultraman Rising. L'avantage non négligeable du studio, c'est qu'il a bossé sur les films en live action de Michael Bay, qui ont totalement chamboulé la manière de penser la création de surfaces métalliques en images de synthèse, notamment en ce qui concerne les reflets. Ce réalisme des textures et de leur interaction avec la lumière est de nouveau présent dans Transformers One, mais au service d'une stylisation hyper cool. Il y a un très bon équilibre dans les designs qui ont vraiment quelque chose d'alien tout en gardant la simplicité très cubique des premiers Transformers, ce que les fans appellent la G1. Il y a un vrai boulot sur les animations faciales pour les rendre toujours plus humains, mais sans perdre de vue la spécificité de leur espèce. En tout cas, c'est tout de suite dépaysant, et le film s'ouvre de manière maligne sur une sorte de course-poursuite avec Orion Pax pour nous faire découvrir la richesse architecturale et les couleurs chatoyantes d'Ayakon City. Mais le plus important, c'est que Josh Cooley tenait à de l'animation faite à la main par les animateurs, plutôt que de se reposer sur de la performance capture. Ça permet d'accentuer certains gestes ou le langage corporel, et ça joue clairement un rôle important dans les scènes d'action. C'est bien simple, jamais les transformations des Transformers n'avaient été utilisées avec autant d'inventivité, et le climax m'a donné à lui seul une dizaine d'orgasmes. Écoute pas quand je dis des trucs comme ça. Et au cas où ça vous suffisait pas, il y a aussi une scène de course entre Transformers façon Wipeout, avec une route qui se crée au fur et à mesure au cœur de la ville. En fait, je vais le formuler très simplement. D'un point de vue du spectacle, Transformers One, c'est le film dont je rêve depuis que j'ai 10-12 ans et je jalouse les enfants qui vont pouvoir péter un câble dessus. Mais il y a une autre qualité qu'il ne faut certainement pas éclipser, et c'est l'écriture du film. Bon, déjà que vous soyez un total néophyte de l'univers ou un fan comme moi, vous allez vous y retrouver. Transformers One est très pédagogue sans être didactique. Pour l'anecdote, j'ai emmené en projection Mathias, actuellement derrière cette caméra, qui n'y connaissait pas grand chose en Transformers, mais qui a passé un très bon moment quand même. C'est vrai. Et pour les fans, le film se met régulièrement dans des situations qui amènent à se demander comment il va retomber sur ses pattes. Bien sûr, au centre de cette problématique, on se demande comment le film va montrer Megatron sombrer vers le côté obscur, mais il joue aussi avec beaucoup d'éléments de sa mythologie, comme la matrice de commandement, le dieu Primus, et bien sûr les futurs Decepticons les plus cultes de l'univers, comme Starscream et mon chouchou Soundwave, le meilleur. Le plus important à mes yeux, c'est que tout ça se développe de manière hyper organique, ce qui esquive le piège du bête fanservice envoyé aux connaisseurs comme un os à ronger. Ça développe toujours le récit, et quand viennent les moments les plus tristes et inévitables, ça frappe beaucoup plus fort. Et c'est d'ailleurs un truc important à préciser. Transformers One assume vraiment sa nature de tragédie grecque sur deux frères ennemis, et c'est parce qu'il prend très au sérieux les enjeux du scénario qu'on se prend d'affection pour Optimus et Megatron, et pour leur point de vue opposé sur le monde. Alors oui, pour compenser, Bumblebee sert globalement de comic relief, et c'est vrai que c'est le seul élément un peu relou du film, mais il y a aussi des vannes qui marchent quand même plutôt bien, et dans le climax, je peux vous dire que ça rigole pas, et le film ose aller assez loin dans la cruauté. Je n'aurais jamais pensé qu'un film Transformers puisse à ce point me toucher, mais quand vous verrez la scène à laquelle je pense,
vous comprendrez. Et j'en profite maintenant pour préciser que j'ai vu le film en VO et que le casting aide vraiment à cette émotion. Alors, Chris Hemsworth ne remplacera jamais dans mon cœur l'incroyable voix de Peter Cullen, mais il est très convaincant en jeune Optimus. Mais c'est surtout Brian Tyree Henry qui m'a vraiment impressionné en Megatron. En fait, à l'image de ces bijoux d'ingénierie capables de changer de forme, tout s'emboîte parfaitement dans Transformers One. Ce qui offre au film la possibilité d'avoir pas mal de sous-textes passionnants qui prouvent qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est au fond ce dont j'avais vraiment envie de parler au travers de cette critique. Parce que j'ai beau aimer de base l'univers des Transformers, je n'avais jamais espéré qu'il puisse être traité avec autant d'intelligence dans un film, ce qui pose une question plus large. On nous reproche parfois sur cette chaîne de parler en grande majorité des blockbusters. Bon alors déjà malheureusement c'est un peu la loi de YouTube et de ses spectateurs qui dictent ses choix éditoriaux, et j'en profite pour vous rappeler qu'Écran Large c'est aussi un site sur lequel on a l'occasion d'écrire sur beaucoup plus de films. Si je me contente de mes textes récents, je ne peux que chaudement vous recommander The Outrun, le super thriller français Drone, All We Imagine As Light, ou encore l'un des meilleurs films de l'année, Les Graines du Figuier Sauvage. Et c'est ça Écran Large, pouvoir défendre un grand film iranien en même temps que le dernier Transformers. Si cette vision des choses vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne, mais on propose également un abonnement sur le site Écran Large, qui vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine. Mais fin de la parenthèse. Pour beaucoup de cinéphiles, il y a cette idée que les blockbusters n'ont pas besoin de la presse pour exister, et que de toute façon, ça reste avant tout des films faits pour des raisons commerciales, donc de mauvaises raisons. Mais le truc, c'est qu'on aime vraiment la pop culture à écran large, et c'est important de pointer du doigt quand un film est réussi. L'intérêt pour moi, c'est justement d'ouvrir des pistes de réflexion, plutôt que de rester bêtement à une surface méprisante, même quand les motivations initiales derrière le projet sont mauvaises. Transformers, c'est évidemment l'exemple parfait de ça. Si la marque émerge à partir de 1984, c'est parce que Ronald Reagan, à l'époque président, avait déréglementé la télévision américaine pour booster l'économie des États-Unis. En gros, avant, vous ne pouviez pas faire du placement de produits comme ça dans un programme télé, mais à partir de 1984, il était carrément possible de créer un dessin animé comme pub géante pour vendre des jouets. C'est uniquement pour cette raison que Hasbro s'est tourné à l'époque vers Marvel pour créer le lore de Transformers. Il fallait bien un semblant de narration pour faire produit d'appel et amener les enfants plus ou moins grands à combler leur vide existentielle dans des morceaux de plastique. Mais ça me rend heureux, donc ne me jugez pas. Donc clairement, l'univers de Transformers a été inventé pour la pire des raisons, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un potentiel énorme, que des artistes inspirés ont pu se réapproprier, voire transcender. Déjà, il y a l'aspect écologique derrière la guerre de Cybertron, qui en vient dans la plupart des versions à détruire la planète. Donc c'est chaud quoi. Mais surtout, si le concept c'est d'avoir des jouets qui se transforment, ça raconte forcément quelque chose à partir du moment où vous en faites une race extraterrestre. Comment fonctionne cette civilisation et comment elle envisage la vie, la mort et l'identité au sens large. Et oui, même si ça va défriser certains, Transformers parle au fond de la théorie du genre et de sa fluidité. C'est un truc que les géniaux comics de IDW ont pas mal exploré, mais c'est au fond hyper logique. Ce sont des aliens robots qui peuvent choisir leur forme. Donc pourquoi se limiterait-il à des considérations hétéronormées? Alors cette question, c'est sûr que Michael Bay se l'est jamais vraiment posée. Mais encore une fois, ça ne m'empêche pas d'adorer ces films pour leur pyrotechnie démente, leurs mouvements de caméra de taré, la complexité des transformations et l'emphase de la mise en scène. Bon, je m'égare un peu, mais pour revenir à Transformers One, c'est justement un film qui transcende largement le postulat de son univers, et d'une façon que je n'attendais pas. Mais pour ça, faut que je spoil, donc si vous voulez vous préserver, allez au timecode qui apparaîtra quelque part. Voilà, vous êtes prêts? Roll out! Dans Transformers One, il y a un twist qui tourne autour de ce que les personnages appellent les cogs, une sorte de cœur qui donne aux Transformers leur pouvoir. Dans la société dans laquelle ils évoluent, Orion Pax et DCS croient, comme tout le reste de la population d'ailleurs, que très peu ont la chance d'obtenir un cog à la naissance, enfin à la fabrication plutôt d'ailleurs, grâce au dieu Primus, qui choisirait une poignée d'élus. Sauf qu'en fait, c'est leur méchant chef, Sentinel Prime, qui fait retirer le cog de la plupart des Autobots pour en faire des ouvriers bien dociles. En gros, on prive les Transformers de leur état naturel. Et c'est ça qui crée d'ailleurs la dualité entre Optimus et Megatron. D'un côté, Optimus a toujours été quelqu'un qui questionne son monde, qui se montrait insatisfait de la vie qu'il menait, donc il prend la nouvelle bien mieux que son ami. Dès 16, il a passé sa vie à obéir au système, à se dire que respecter les règles allait lui permettre de s'élever socialement. Sauf qu'il se rend compte qu'on lui a menti toute sa vie, ce qui lui fait péter un câble assez compréhensible. La lente transition de Megatron est pour moi la réussite principale du film, parce qu'on comprend sa colère.
et le sentiment qu'il a d'avoir gâché son existence, qui selon lui ne peut se corriger qu'avec une justice très violente. Le système l'a failli, et c'est comme ça que la société crée son plus grand méchant. L'idée est forte, mais porte en elle quelque chose d'autre sur cette fluidité du genre que j'évoquais plus tôt. Transformers One parle plus généralement de la liberté que chacun doit avoir avec son identité, et pas seulement l'identité corporelle. Mais cette liberté, cette capacité à se définir soi-même, est entravée par une société profondément conservatrice, qui profite de son contrôle pour engendrer des castes. Ce dont parle en creux Transformers One, c'est que les débats actuels sur la fluidité des genres sont au fond toujours liés à la lutte des classes. Et c'est peut-être pour ça que certains rejettent ce progrès social, parce qu'il sous-entend aussi qu'on ne peut plus autant abuser du petit peuple. Et franchement, parler de lutte des classes au sein d'une franchise dont la seule raison d'être est son merchandising capitaliste, c'est quand même un sacré tour de force. En plus d'être hyper beau et divertissant, Transformers One est pour moi l'exemple parfait du film qui ne baisse pas les bras à cause des origines de sa saga. Certains trouveront peut-être ça hypocrite, et en soi ça m'a pas empêché d'acheter tout content mon Optimus Prime, mais la vraie pop culture, ça devrait être ça. Des œuvres avec du cœur et un propos, même quand on parle de robots voitures. Ce qui en soi rappelle un peu ce que Pixar faisait très bien auparavant. Donc merci Josh Cooley. Et si vous voulez plus de critiques passionnées de Transformers, je vous renvoie à ma critique plutôt enthousiaste de Rise of the Beast. Attention, on n'avait pas encore notre très beau studio, donc ça pique un peu les yeux. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Écran Large. Ciao.